Prospérité pour l'Afrique, c'est le thème d'une conférence, la première du genre organisée à Djibouti par la Chambre de commerce internationale de Djibouti en partenariat avec la Chambre de commerce et de l'industrie panafricaine. Objectif, impliquer davantage le secteur privé dans le cadre des échanges du marché africain en promouvant l'intégration économique africaine au niveau donc régional et continental. Justement, en marge de cette conférence, a eu lieu une rencontre entre la Chambre de commerce et d'industrie panafricaine et la Chambre de commerce africaine au Japon. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du complément d'infos. Nous recevons cette semaine l'ambassadeur Ahmed Alaïta, ambassadeur de Djibouti à Tokyo, pour nous donner donc plus d'informations sur ces rencontres. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer sur cette conférence très importante à dimension continentale, comme vous l'avez si bien dit. Je pense que l'Afrique, pour tous les partenaires aujourd'hui, est devenu un continent qui est une opportunité. Autrefois, l'image que l'on se faisait de l'Afrique était une image plutôt négative, n'est-ce pas, un continent de guerre, de maladies, etc. Donc aujourd'hui, et depuis quelque temps déjà, c'est tout à fait une opportunité pour tous les partenaires au développement. Et cette conférence tombe à point nommé, puisqu'il y a quelques mois a eu lieu à Niamey, n'est-ce pas, le Free Trade Agreement, Area Agreement, qui est la zone de libre-échange, qui a été paraphée par, je pense, une bonne partie, enfin la majorité, la quasi-majorité du continent africain, pour ne pas dire tous. Et il s'agit maintenant de passer, n'est-ce pas, de la théorie à la pratique. Et donc, nous avons discuté en présence de plusieurs pays africains, surtout des chambres de commerce africaines, qui sont venues aussi bien d'Afrique australe que d'Afrique orientale, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, etc. Et le tout porté sur, n'est-ce pas, la manière dont on pourrait tirer profit de cette nouvelle donne. Et en marge de cette conférence aussi, nous avions une discussion, comme vous l'avez dit, sur la manière dont on pourrait faire que le secteur privé japonais puisse aussi venir non seulement à Djibouti, mais au niveau, investir au niveau du continent africain. Nous aurons justement l'occasion de revenir en détail sur ces différentes rencontres. On les disait, une prospérité pour l'Afrique, c'était un peu le thème retenu pour cette conférence. On va parler bien entendu de la deuxième rencontre qui impliquait la Chambre de commerce africaine au Japon. Dites-nous d'abord globalement ce qu'on doit retenir de la première rencontre. La première rencontre, je pense qu'il y a eu des échanges déjà sur la manière dont on pourrait consolider déjà les relations intra-africaines. C'est-à-dire qu'il y ait entre les Africains, que les Africains se prennent en charge, qu'il y ait le commerce, n'est-ce pas, entre les Africains au niveau de l'intégration économique, au niveau régional, étape par étape, volet par volet. Et puis, ceci permettra encore, n'est-ce pas, d'augmenter la possibilité d'attirer les investisseurs du reste du monde. Et pour cela, il faut, n'est-ce pas, des infrastructures. Il faut des infrastructures, c'est aussi bien de chemins de fer que de ports, que la télécommunication. D'ailleurs, le DG de la télécommunication, comme le président de la Chambre de commerce, le président des autorités du port de Djibouti, étaient parmi les panélistes, comme le gouverneur de la banque, n'est-ce pas, centrale de Djibouti, et ont mis l'accent sur vraiment la nécessité qu'il y a de faire que, ma foi, notre région ou notre continent puisse, dans ce monde globalisé, profiter, n'est-ce pas, de la nouvelle donne qui fait d'elle, de ce continent, n'est-ce pas, un continent riche, peut-être pauvre, n'est-ce pas, quand on voit la population, quand on voit comment
des fois la répartition se fait et doit se faire, etc. Mais on a échangé longuement sur un plan d'action qu'il pourrait y avoir afin que, n'est-ce pas, cette signature par la quasi-totalité des chefs d'État africains à Niamey puisse être suivie des actions concrètes, qu'il y ait qu'on développe aussi bien l'énergie que la télécommunication, que les ports et les free zones, etc., pour que les Africains puissent jouer le rôle moteur et ainsi attirer le secteur privé du monde entier, qui se bouscule d'ailleurs pour être en Afrique, vu la richesse aussi du sous-sol africain, vu aussi l'importance de la jeunesse africaine. Nous sommes en Afrique un continent très jeune qui suscite un espoir, non seulement pour le continent, mais pour le monde qui est devenu un village aussi planétaire. D'accord. En parlant justement des zones de libre-échange que cette conférence a évoqué, on peut dire que ça a suscité un certain nombre d'intérêts et d'espoir peut-être pour certains secteurs d'activité, mais comme on le sait, on accuse souvent les secteurs privés djiboutiens de travailler de façon cloisonnée. Est-ce que dans ce sens, la zone de libre-échange peut bénéficier justement à notre secteur? Exactement. Je pense que c'est une bonne question. Il s'avère que le président de la Chambre de commerce de Djibouti est aujourd'hui le président de la Chambre panafricaine. Donc ça donne à Djibouti le premier rôle pour pouvoir être un peu le porte-parole, non seulement pour notre secteur privé, mais au niveau de notre région, et puis au niveau même continental. C'est en ce sens-là que d'ailleurs, en marge de la TICAD, le président de la Chambre de commerce panafricaine, qui n'est autre que le président de la Chambre de commerce de Djibouti, s'est exprimé devant plus de 3000 entreprises privées qui ont été très très réceptives. Et là, bien sûr, ça donne pour notre pays, c'est une valeur ajoutée, ça donne une visibilité et ça permettra, j'espère, de bousculer les choses et de faire que notre secteur privé puisse être encore plus, n'est-ce pas, ambitieuse qu'elle ne l'est déjà. D'accord. En parlant de financement du secteur privé, et particulièrement concernant la zone des libre-échanges, plusieurs acteurs sont intervenus au cours de cette conférence, que ce soit au niveau de la Chambre africaine du commerce ou de la Chambre panafricaine, je veux dire, et également des organisations origènes ou des secteurs privés d'autres pays. Qui doit-on justement retenir sur ces financements? Est-ce qu'on a trouvé une solution pour remédier à cette question? Je pense que le financement peut s'obtenir si les projets qui sont proposés sont des projets bancables. Et je crois savoir que là, ceux qui étaient là ont avancé pas mal d'idées au niveau continental qui pourraient trouver facilement le financement. Bon, c'est facile à dire et c'est plus difficile à faire, il est vrai, mais je pense que la Banque africaine de développement, par exemple, a quelque peu démontré que il y a possibilité de mobiliser les financements pour des projets qui porteraient sur n'est-ce pas, les ressources humaines ou bien sur la santé, sur l'éducation, etc. C'est le cas, par exemple, au Japon, quand on a eu la TICAD, la Banque africaine de développement était déjà là, et puis un chapitre qui est vraiment dédié au secteur privé, qu'on appelle Enhancing Private Sector in Africa. Donc comment, n'est-ce pas, consolider le secteur privé en Afrique.
il y a un montant qui est là, qui peut être utilisé par des entreprises, des petites entreprises, parce qu'en général, nous avons des petites entreprises, ce ne sont pas des multinationales qui sont là, mais ce sont les petites entreprises aussi qui font la différence. Exactement. Je pense qu'au niveau de la Banque mondiale aussi, il y a des prédispositions positives afin d'accompagner tout projet qui soit bancable. Et la plupart de nos jeunes, maintenant, je pense au niveau africain comme au niveau de Djibouti, ce sont les start-up qui essayent d'innover, de démontrer par A plus B qu'ils se prennent en charge, et quelqu'un qui se prend en charge, non seulement se crée un emploi, mais crée des emplois aussi. Et bénéficie aussi de l'appui des partenaires, exactement. Donc là, il y a des facteurs, des paramètres qui font que, bon, ma foi, les investissements, les fonds peuvent être vraiment mobilisés à condition qu'il y ait une continuité, n'est-ce pas, dans ce qu'on veut. C'est-à-dire, pas seulement aller chercher l'argent et puis après disparaître, mais qu'il puisse y avoir un plan d'action, et puis un plan, un business plan, une étude de faisabilité, etc. Donc, je pense que ça peut se faire au niveau national, comme ça peut se faire au niveau régional ou au niveau continental. D'accord. On va rester toujours sur cette conférence, mais parler de la troisième journée qui était consacrée à la rencontre entre donc, la Chambre africaine au Japon et la Chambre de commerce panafricaine. Pourquoi organiser cette rencontre séparément? C'était pas vraiment séparément, puisque nous étions ici habitués, n'est-ce pas, ces dernières années, à ce qu'on appelle le trade fair. Et au niveau du trade fair, donc la foire qu'a organisée la Chambre de commerce, le Japon s'est toujours illustré. Il y a un grand nombre de secteurs, des SMEs, comme on dit, les Small Enterprises, qui ont participé à la première conférence en 2017, la deuxième en 2018, un nombre assez élevé. On avait une quarantaine d'entreprises privées japonaises qui étaient là, donc qui ont fait le déplacement, qui sont venus. Et puis, il y avait eu la TICAD 7 au mois d'août, à laquelle a participé le président de la République avec une délégation aussi, n'est-ce pas, du secteur privé qui était là. Et lors de cette TICAD 7, il y a eu des résolutions qui sont passées et qui ont fait que, ma foi, il y a eu le launching, comme on dit, la création de cette chambre de commerce africaine du Japon. Et nous avons voulu, nous autres, être, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, puisqu'à Djibouti, on a toujours organisé ces rencontres. Eh bien, le suivi, le follow-up de la TICAD 7, qu'on le fasse dans le cadre de cette rencontre continentale aussi, qui porte sur le privé. Donc, c'est en ce sens-là que le président de la Chambre de commerce nous a intégrés dans ces rencontres. Et cela a permis aussi d'échanger avec les autres pays africains qui étaient présents. Et en même temps, il y avait cette triangulaire Djibouti, France-Éthiopie, qui intéresse aussi les autres partenaires au développement, surtout que à la TICAD, tous ces pays sont présents. Donc c'était un moment, le timing était bon pour nous autres, n'est-ce pas? Et c'est un peu conforme aussi à la feuille de route que nous a donnée le chef de l'État, le président de la République, l'année dernière, en disant qu'il faut, n'est-ce pas, la diplomatie doit être innovante, il faut de l'élan, il ne faut pas s'enfermer, mais il faut créer, il faut entreprendre. Donc, suivre l'ouverture. Suivre l'ouverture, et c'est en ce sens-là que nous répondons, donc, sous la houlette du ministre des Affaires étrangères, à cet élan qui fait que toute initiative est bonne à prendre pour mettre en valeur, en quelque sorte, notre pays, et pour susciter chez les jeunes aussi l'esprit d'entreprise, n'est-ce pas, et chez les Japonais qu'ils puissent l'envie de venir à Djibouti. Donc, on a eu vraiment cette rencontre. Bon, elle était assez brève puisque ça n'a pas duré toute la journée, mais
qui a été assez fructueuse. Sur le plan africain maintenant, le Japon est très impliqué hein, sur le plan économique. Est-ce que la TICAD justement, qui est le moteur, on va dire, de l'échange Japon-Afrique, est-ce que c'est le principal outil justement pour le Japon d'aller et de percer en Afrique? Bah, vous savez, si vous voyez un peu historiquement, hein, le Japon est le premier pays, l'un des premiers, ou même le premier, qui dans les années où beaucoup de partenaires se détournaient un peu de l'Afrique, après le mur de Berlin, n'est-ce pas, 89, 90, en 93, c'est le premier pays qui a organisé la TICAD, c'est-à-dire Japon-Afrique. Ce n'est qu'après qu'il y a eu aussi d'autres, n'est-ce pas, conférences, rencontres. Chine-Afrique, France-Afrique. Voilà, tous ces pays-là. C'est une bonne chose. Donc, ils ont vraiment cru en l'Afrique assez tôt, à un moment où on disait, n'est-ce pas, dans certains journaux, hopeless, continent, sans espoir, etc. Les Japonais ont réellement cru. Et ils l'ont cru, et seulement il y a une lenteur, c'est sûr, hein, quand il s'agit d'investissement, mais c'est une lenteur qui s'explique aussi, mais qui maintenant s'accélère. Enfin, les choses s'accélèrent. Et basée sur une philosophie, une approche, c'est-à-dire le partenariat et l'appropriation. C'est-à-dire qu'il faut que le besoin émane de la population, que les gens définissent leurs besoins et en fonction de cela, l'investissement arrive. Et non, parce qu'il y a l'argent, il faut créer un projet, etc. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que de plus en plus, au niveau du Japon, bon, auparavant, tout portait sur l'ODA, l'aide au développement. De plus en plus, nous autres, on est 38 pays africains à Tokyo, nous nous retrouvons très souvent, donc on échange, on discute. On s'est dit que voilà, c'est bien que l'ODA soit là, c'est une bonne chose, mais que le développement durable n'est possible que si le secteur privé s'implique davantage. Et c'est de plus en plus maintenant, on organise un forum économique chaque année. La TICAD qui avait lieu tous les 5 ans a lieu tous les 3 ans, alternativement en Afrique et au Japon. Et donc, nous sommes plutôt confiants quant à la possibilité que, avec, n'est-ce pas, la volonté politique du gouvernement japonais, que les entreprises japonaises viennent en masse en Afrique. Il faut le dire, monsieur l'ambassadeur, vous avez été et êtes toujours donc l'acteur principal de cette promotion des relations entre Djibouti et le Japon. Sur cet aspect justement, une question. Aujourd'hui, qui représente le Japon économiquement? Là, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais précisément et surtout sur le plan des échanges. Oui, bon, sur le plan, il est vrai que sur le plan économique, il y a un certain nombre de choses palpables que l'on voit. Vous voyez, l'économie, l'apport japonaise privilégie la qualité plutôt que la quantité. Et d'où les infrastructures de qualité, etc. Et là, si vous allez n'importe où à Djibouti, vous allez voir les véhicules japonais, Toyota, Mitsubishi, etc. Et ce n'est pas par hasard, c'est parce que justement, ce sont des véhicules de qualité qui peuvent durer, etc. On a de plus en plus de choses qui viennent d'ailleurs, mais ce côté qualité prend le dessus. Et nous autres, bon, de Djibouti vers le Japon, on n'a pas grand-chose à exporter pour l'instant, mais nous sommes aujourd'hui, depuis quelques années, de plus en plus connus et reconnus. Djibouti, n'est-ce pas, accueille les forces de défense japonaises. Et du coup, il y a de plus en plus de touristes qui viennent à Djibouti. Auparavant, les Japonais me disaient « Djibouti, c'est quoi ?» Aujourd'hui, ils me disent « Djibouti, c'est où? Djibouti, c'est bon. Djibouti, je vais y aller. » Et ils y vont, ils viennent. Donc le tourisme aussi se développe.
non seulement on importe des choses, mais on peut aussi exporter, par exemple, le poisson, si jamais on arrive à avoir la quantité, n'est-ce pas, qu'il faut pour pouvoir exporter. Mais ça demande encore un peu quelques temps, mais le Japon, spécialement avec le continent africain, maintenant, de plus en plus, essaye d'être là à travers les infrastructures de qualité, mais aussi à travers la formation, n'est-ce pas, des ressources humaines, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, etc. D'accord. Sur le plan socio-culturel, depuis un certain temps, la ville de Minamisoma, Oui. si c'est correct la Oui, prononciation, oui, des Minamisoma. Minamisoma justement, devient en quelque sorte un des symboles des renforcements des relations entre les deux pays. Voilà, globalement, hein, déjà, vous savez, en diplomatie, maintenant, on a dépassé la diplomatie de représentation seulement, et être dans une ambassade et voilà, attendre. Donc, on essaye de faire que la diplomatie soit à la fois économique et culturelle. Et c'est en ce sens-là que nous échangeons avec des villes comme Minamisoma, basées sur des valeurs que nous partageons avec le japonais. Quelles sont ces valeurs? Ce sont des valeurs de solidarité, des valeurs de paix, n'est-ce pas? Et nous avons des valeurs communes. Et en 2011, lorsque a eu lieu cette catastrophe et calamité naturelle à Fukushima, le chef de l'État, le président de la République, a donné des instructions pour que nous puissions donc réagir en tant que Djibouti, comme nous l'avons toujours fait, n'est-ce pas, vis-à-vis de nos amis japonais, et comme eux, ils l'ont toujours fait aussi. Et nous avons lié des relations avec cette petite ville qui ne l'a pas oublié, qui a érigé un monument l'année dernière au nom de Djibouti. Et ça a été aussi médiatisé au niveau du Japon. Et vous avez été, je pense, les seuls ambassadeurs africains. Hein. Voilà. Sinon, vous n'étiez que deux à aller sur place. Exactement. Il y a eu à l'époque l'ambassadeur des États-Unis et puis moi-même qui suis allé sur, n'est-ce pas, sur le site. Et Fukushima, c'était vraiment très très dangereux, mais on a été. Et parce que au lieu de passer par les grosses organisations, n'est-ce pas, Croix-Rouge, on s'est dit, autant identifier une petite ville qui a besoin que l'on puisse démontrer notre solidarité, et ce, bien sûr, en concertation avec le président de la République qui nous avait donc instruit dans ce sens-là. Et la population djiboutienne a réagi. En plus de Tokyo, la place de Tokyo, on a eu Minamisoma. Et je pense que nos amis japonais sont très sensibles à cela. Donc il y a, si vous voulez, cette diplomatie culturelle qui fait qu'un échange maintenant, par exemple, les jeunes lycéens djiboutiens, qu'ils soient des régions ou de Fukuzawa ou d'ici, se sont rendus sur invitation dans cette ville qui a retrouvé vie, qui a quand même maintenant une image d'une ville très animée, innovante, etc. Et on a maintenant ce pont que l'on a créé avec Minamisoma. Et on fait cette diplomatie culturelle, nous la pratiquons non seulement avec la ville de Minamisoma, mais au niveau de Tokyo aussi. On organise ce qu'on appelle Minami et Imano Africa, un festival pendant lequel nous exposons tout ce que nous avons et nous échangeons avec le peuple japonais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu... Maintenant, l'ambassade, carrément, l'ambassadeur en personne se déplace au niveau de là où a lieu le festival pour vendre au sens noble le pays. Et c'est ainsi qu'on élargit même cet éventail, n'est-ce pas, de diplomatie culturelle au Japon.
Sur le plan économique, on se rappelle, c'était en 2010, le président était en déplacement officiel au Japon. L'un des objectifs de ces déplacements pour le chef de l'État était de renforcer les relations entre les deux secteurs privés, les hommes d'affaires japonais et djiboutiens, qui se sont d'ailleurs rencontrés, puisque beaucoup de chefs d'entreprise accompagnaient le président de la République. À ce jour, quelles sont les depuis cette dernière rencontre de 2010? Oui, c'est vrai qu'on a eu cette rencontre, on a pu sensibiliser aux amis japonais. Le résultat de ces rencontres, de ces contacts, ont fait que, ma foi, quand je vous parlais tout à l'heure d'une trentaine ou d'une quarantaine de petites sociétés ou de sociétés qui sont déplacées, et ça demandait un travail de fourmi. Le fait que une société japonaise ou des Japonais prennent le billet d'avion, prennent l'hôtel, qu'ils se déplacent, qu'ils viennent jusqu'à là, c'est déjà le parcours du combattant, hein, pour certains. Donc, ils sont là, et ils sont rassurés, ils savent que c'est un pays de paix, ils savent qu'ils ont vu aussi, tous ces gens-là qu'on a rencontrés, ils voient aujourd'hui qu'il y a eu un développement au niveau des infrastructures, au niveau global, hein, et que être à Djibouti, c'est être aussi dans la région. Être à Djibouti, c'est aussi avoir un pied en Éthiopie, un pied au niveau des pays voisins, etc. Donc la zone franche, sous la houlette du président Aboubacar, qui lui aussi ne ménage pas ses efforts pour se déplacer au Japon, pour rencontrer les entreprises privées, est un atout considérable aussi pour nous. Et ce qui s'y passe est vu comme étant un progrès, et ce sont des paramètres, des facteurs qui font que petit à petit l'oiseau fait son nid, comme on dit, et que il faut que l'on soit patient, mais qu'on ne désespère pas. D'accord. On ne désespère pas, c'est donc une projection quelque part vers l'avenir. On vous les reconnaît, vous représentez très bien Djibouti au pays du soleil et levant. Cela étant, en parlant d'avenir justement, comment vous envisagez cette relation dans le futur? Nous voulons vraiment que la Chambre de commerce dont nous avons parlé tout à l'heure et qui a paraphé avec la Chambre de commerce panafricaine, puisse être une vitrine, non seulement pour nous, au niveau de Djibouti ou de notre région, pour l'ensemble du continent africain, et que les entreprises japonaises puissent là s'installer, non seulement au niveau de Free Zone, mais s'installer dans Djibouti aussi et prendre pied à Djibouti. Et de plus en plus, nous avons mis en place des entités sur lesquelles nous nous reposons maintenant, comme l'association d'amitié Djibouti-Japan Business Association. Nous avons l'association d'amitié parlementaire aussi, parce que les parlementaires ont un rôle très important à jouer. Et nous avons aussi des relations privilégiées avec certains ministères, entre autres le ministère de la Défense, avec les gardes-côtes qui sont là et qui apportent énormément sur le plan civil, n'est-ce pas? Parce qu'ils forment et ils nous aident, ils nous accompagnent dans la formation de nos gardes-côtes et aussi nous livrent beaucoup plus d'équipements que d'autres pays, etc. Donc, il y a un certain nombre d'entités, d'actions que nous menons, de liens que nous avons noués et qui nous permettront d'aller encore de l'avant en essayant de former plus de jeunes djiboutiens au Japon aussi. Il y a ce qu'on appelle l'AB Initiative pour l'éducation. Seulement, ce qu'il faut, c'est vraiment, l'anglais devient une nécessité absolue. Le japonais aussi, si c'est nécessaire, c'est une plus-value. Et travailler dans ce sens-là pour que, ma foi, on ait encore plus de jeunes qui viennent dans le cadre de AB Initiative et que les sociétés qui vont les accueillir puissent aussi
et les utiliser, qu'ils reviennent aussi à Djibouti pour pouvoir, n'est-ce pas, être les meilleurs ambassadeurs de ce pays et de ces entreprises. Voilà donc, monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir répondu en détail donc, à ces questions, aussi bien sur la conférence qui avait pour thème une priorité pour l'Afrique, mais aussi la relation entre Djibouti et le Japon. Merci encore. Et merci aussi à vous de nous avoir suivis. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine.